tous, c'est avec un empressement particulier que nous vous rejoignons pour cet autre numéro de C'est Midi. Eh bien, des sujets exaltants y seront abordés, alors accrochez-vous, car à 12h GMT, on est tous. En tout cas, merci pour votre présence massive. Eh bien, l'équipe de ce jeudi est composée d'Aloucène Sidibé, Jessica Bamba et Dr Philo. Merci beaucoup. Alors, Jess, est-ce qu'on peut entendre, vous pouvez nous dire plus haut ce que vous étiez en train de dire plus bas? Non, je ne comprends pas. On a cité 3 noms ici, je ne comprends pas pourquoi c'est le mot philo. À partir d'aujourd'hui, on s'appelle tous philo, vraiment. Mais après, non mais sérieusement. Là, ils sont fâchés là. Ça ne disconvient pas, donc faites des folies, comme ça on va voir. Vous levez là, monsieur, vous faites une folie là. Allez-y, allez-y, venez, faites quelque chose. Comme ça, on dira Alou. Allez-y, allez, faites quelque chose. Une folie. Allez-y, faites quelque chose. Ah d'accord. Donc en fait, c'est par rapport au show. Oui, en fait, je pense que je vais garder mon prénom. C'est mieux. Si on doit faire ça pour avoir ce nom scandé, c'est plus la peine de voir. Ah là là, quelle belle ambiance. Il est drôle ce mec, hein. Il est drôle. Franchement là, il a fait se casser la tête, franchement. Hein. Tout ça pour bénéficier des applaudissements du public. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir la faveur donc de notre public, Dr Philo, n'est-ce pas? Ouais, super. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier. Très particulier, surtout pour nous les journalistes, nous qui prenons des risques, nous qui sommes toujours au front. C'est pourquoi je suis là pour représenter tous les journalistes. Moi, je suis journaliste sans frontières. Nous, il n'y a pas de frontières, on va partout. Et là, nous prenons toutes les dispositions. Vous voyez ça? Waouh! Ouais, c'est bon, hein? C'est pas parce que j'ai pas d'argent, on me paye pas bien. Non, 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 ma structure, mon journal me paye bien, mais là, il faut prendre des dispositions quand ça va pas. Ah, mais oui, c'est ça. Et oui, Dr Philo, il faut mentionner que c'est environ 65 journalistes qui ont trouvé la mort en 2017. C'est un bilan assez lourd et terrible. Mais selon Reporters sans frontières, 2017 aura été l'année la moins meurtrière pour les journalistes depuis 14 ans. Pour dire à quel point ce métier est risqué. Sur ce, je m'en vais vous communiquer le thème du jour. J'ai échappé à la mort au cours d'un reportage. C'est signé Chris Paterne Assemian, notre invité témoin du jour, que je vous demande de recevoir avec de vives ovations. Chris Paterne, il est journaliste, reporter. Très belle journée à vous. Merci, j'ai envie de dire, c'est votre journée, c'est la journée de vos droits, de la liberté d'expression, tout cela. En tout cas, merci de votre présence sur le plateau de C'est Midi. Et puis, on va donc écouter notre docteur en humour, Dr Philo, qui a son mot à dire sur le sujet. Je sais pas, généralement, quand quelqu'un échappe à la mort, qu'est-ce qu'on lui dit quand il vient? Quand quelqu'un dort, on dit condoléances, lui, il échappe à la mort. Bienvenue ou bien il n'a qu'à aller manger tout sur les économies, il n'a qu'à aller dépenser là. Voilà, franchement, bienvenue. Et puis, allez-y dépenser tout ce que vous avez économisé parce que vous revenez de loin. Et je dis, le métier. C'est vrai. Le métier, vous le disiez tantôt, Caroline, le métier est risqué. Être journaliste, c'est risqué, c'est ça. C'est un peu les oreilles, les yeux de la population. Mais la vie est un choix. Vous avez choisi d'être journaliste, donc il faut en assumer les risques. Nous sommes ici là, nous-mêmes, tout métier est à risque. Nous sommes ici là. Un jour là, je peux être en train de parler, je vais avaler ma langue. Ça, c'est les risques du métier. Ça arrive. Ça peut arriver. Donc, et puis je vais assumer ça. C'est des risques. Moi, nous sommes au front comme ça. Vous étiez au front et vous avez pris. Et puis c'est ça, je dis que il y a deux cas. Vous êtes journaliste, soit vous allez en reportage. Vous allez en mission, en reportage, vous nous rapportez les faits qui y sont, ou bien on nous rapporte votre mort. La vie est un choix. C'est clair. C'est pas votre... Mais attends. Non, mais c'est un journaliste... Excusez-moi, c'est un journaliste de terrain. Donc il va au front. C'est un militaire.
Mais son arme, c'est quoi? C'est sa caméra, son micro, voilà, son stylo, sa plume, c'est tout. Donc c'était combattant, c'était un militaire qui est là. Donc vraiment, moi je dis que c'est triste. Vous n'êtes pas, la vie est un choix. On parle de liberté de la presse, vous n'êtes pas obligé d'aller. Ça peut dire reporter. Reporter, ça s'écrit R-E-P-O-R-T-E. Mais vous pouvez reporter également votre mission. Voilà, c'est la même chose, c'est écrit. Reporter, vous reporter, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Et vous prenez des risques, il y en a qui qu'on capture quelque part dans les endroits. C'est pourquoi il y en a qui sont très malins. Vous voyez, il y a des journalistes, des reporters sonores. Oui, eux, c'est en fonction du bruit. Là, il est là comme ça, il fait ça. Ouais, mesdames et messieurs, je suis là en ce moment, les faits, puis on attend bout. Voilà, les rebelles sont en train d'attaquer de l'autre côté. Mais lui, il a arrêté ici. Vous, c'est pas ce que vous avez fait. Heureusement qu'il n'est pas journaliste. Voilà, vous risquez votre vie. Moi, je pense que c'est pourquoi je préfère être même journaliste de télévision. Oui, humoriste, c'est encore mieux. Non, humoriste, ça vous sied. Non, journaliste, journal télévisé. Là, au moins, vous lancez les éléments. Et puis, quand c'est un chef, vous dites âme sensible, s'abstenir. Et puis, vous êtes assis. Merci beaucoup. En tout cas, nous faisons un clin d'œil à tous les journalistes de la RTI et du monde entier. Allons-y donc pour la question du micro-trottoir. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est de plutôt pouvoir adresser un mot à l'endroit des journalistes et reporters qui risquent leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Un mot à l'endroit des journalistes, je dirais que ce sont tous les journalistes qui risquent leur vie au quotidien parce que c'est vrai qu'on choisit un sujet bien donné, mais ce sujet-là peut viser telle ou telle personne qui ne va pas apprécier. Et donc forcément, je dirais que tous les journalistes sont exposés, mais c'est un choix. On a choisi ce métier parce qu'on l'aime, on a choisi ce métier parce qu'on veut informer la population. On risque notre vie, je dirais, beaucoup. Pas beaucoup, mais il suffit de pouvoir dire la vérité telle qu'elle se présente. Je me dis qu'avec ça, on va arriver quand même un peu à changer les mentalités. Chaque jour, le journaliste risque sa vie dans l'exercice, en tout cas de ses fonctions. C'est grâce aux journalistes que l'état de la société sont dénoncés. C'est grâce aux journalistes que les libertés sont préservées. C'est grâce aux journalistes que là où il y a, partout où il y a l'oppression, partout où il y a la brimade, partout où il y a la persécution, en tout cas, toutes ces choses-là sont dénoncées. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut dire que nous sommes pratiquement en route, sinon vers un état de droit. Nous avons une pensée pour tous les journalistes d'Afrique, tous les journalistes du monde qui risquent leur vie pour apporter l'information, toujours dans cette quête de pouvoir informer les populations. Nous leur disons merci pour le travail qu'ils font. Aujourd'hui, toute la population doit comprendre que les professionnels des médias ne sont pas leurs ennemis et qu'au contraire, ils devaient les protéger afin que ceux-là puissent leur donner la vraie information en temps réel. Il ne sert à rien de s'en prendre aux journalistes parce que le journaliste ne fait que rapporter ce qui se passe, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Il y a un adage qui dit que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire baisser la température. Donc, il ne sert à rien de violenter les journalistes parce qu'ils sont en train de mener à bien leur métier. Et voilà, la journée du 3 mai est donc dédiée à la journée mondiale de la liberté de la presse. Vous avez bien pu remarquer l'élément. C'est un événement qui se déroule en ce moment même au sein de la RTI. Il faut dire que l'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'espère que j'ai donné la bonne information, Paterne. Vous allez bien? Ça va, Caroline. D'accord. Et je crois que vous vouliez faire quelque chose avant qu'on aborde le sujet du jour. Alors, comme tu l'as rappelé, le 3 mai, c'est la journée mondiale internationale dédiée à la journée de la presse. C'est une journée qui a été instituée depuis 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais il faut dire que c'est un acquis qu'il faut mettre à la cause des journalistes africains qui, réunis en 1991 à Windhoek, en Namibie, qui ont pondu une communication en faveur du pluralisme et de l'indépendance des médias. Et depuis ce temps, depuis 1993, les Nations unies ont décidé que cette journée-là soit célébrée chaque 3 mai. Alors,
avant cela, je voudrais, parce que c'est aussi un moment de rendre hommage à ces milliers de journalistes qui sont tombés dans le monde, dans l'exercice de leur profession. Et avant, je voudrais que l'on se lève pour observer 1 minute de silence à la mémoire de tous ses collègues. Voilà, nous sommes en télévision, nous n'allons pas aller jusqu'à 1 minute de silence. Mais bon, merci beaucoup pour cette pensée pieuse. Alors, Chris Pattern-Assemian, vous êtes officiellement journaliste, reporter d'images depuis plus de 5 ans, j'ai envie de dire. Et le journalisme, on le sait, c'est un métier un peu dangereux, un métier à risque et très passionnant en même temps. Vraiment passionnant. Alors, nous, on est tenté de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à ce métier, quel a été donc votre parcours professionnel? Alors, j'ai été étudiant. Je suis diplômé du CERCOM, du Centre d'études de communication à l'Université de Cocody, diplômé d'une maîtrise en communication option journalisme. Et après ce diplôme, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse d'études et je suis allé à Montréal et à Dakar et aussi à Cotonou pour bénéficier d'un stage de perfectionnement. Et c'est dans ces pays-là que j'ai commencé déjà mes premières âmes dans le métier. Voilà. Ensuite, je suis revenu en Côte d'Ivoire où j'ai eu la chance d'être stagiaire à la RTI pendant quelques années. Et depuis 5 ans, je suis sur une chaîne de télévision panafricaine basée à Cotonou. Je représente la chaîne à Abidjan et je suis JRI, journaliste et reporter d'images. Alors, JRI, c'est quoi? C'est que dans la production, dans le schéma de production d'un reportage, on trouvait avant les journalistes parfois un chauffeur qui vous conduit sur le terrain, on a un cadreur, on a un monteur. Alors le JRI, il est à la fois tout ça. Voilà. Donc, que soit l'endroit où vous vous retrouvez, vous pouvez envoyer les informations à la chaîne sans bénéficier de l'aide d'un monteur, d'un cadreur. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes polyvalent. Vous êtes à la fois journaliste, cadreur, monteur. Et c'est le métier qui le veut, c'est le métier qui le veut ainsi. C'est vrai que ce n'est pas toujours efficace. Ce n'est pas toujours efficace parce qu'une personne ne peut pas être performante dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, les télévisions ont tendance à faire des journalistes des JRI. C'est pour d'autres raisons qu'eux-mêmes le savent très bien. Ah bah, c'est peut-être à dessein parce que je veux dire qu'un élément peut être mieux monté par la personne même qui est allée sur le terrain. Justement, en fait, c'est comme en fonction de sa sensibilité. C'est comme aujourd'hui, vous décidez de préparer, c'est-à-dire que la sauce graine ou bien la sauce arachide à vos invités à la maison. C'est cela, bel exemple. Les ingrédients. Voilà. Vous partez au marché avec quelqu'un. La personne vous accompagne. Mais arrivé au marché, vous ne parlez pas. C'est la personne qui choisit les condiments, les ingrédients pour vous. Vous pouvez dire, ah, moi, je veux ça. Il dit, non, ça, c'est bon, moi, je veux ça. C'est lui qui choisit. Quand vous arrivez à la maison, il y a quelqu'un d'autre qui prépare. Vous êtes là, vous regardez, c'est la personne qui prépare. Et quand la personne finit de préparer, vous, on vous sert le repas. Et c'est à vous de prendre ce repas et de présenter aux invités. Alors que maintenant, en tant que JRI, vous avez la possibilité vous-même d'aller au marché, vous prenez vos condiments et vous allez en cuisine vous-même préparer et servir à vos invités. C'est comme ça. Et justement, pour l'exemple que vous avez pris, moi, je vous dirais en tant que femme, c'est-à-dire que pour être sûr de la saveur du repas que vous voulez proposer à vos invités, alors vous allez vous-même au marché ou vous envoyez peut-être quelqu'un faire vos achats avec une liste parce que vous savez ce que vous allez mettre dans la sauce, vous savez à quel moment vous allez mettre l'escargot, à quel moment vous allez mettre peut-être la viande de brousse, le piment, tout ça. Donc, c'est important. C'est important quand même de faire le bon choix des ingrédients. Ensuite, quand vous avez l'occasion de faire la cuisine vous-même, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vos compétences culinaires. Et ensuite, vous savez comment servir. Comment vous devez servir donc la nourriture aux invités? Donc vous voyez comment c'est bon. C'est bon d'être Donc pour dire que dans tous les cas, je veux dire dans les deux cas, ça peut marcher. Mais il suffit quand même de se faire confiance. Bref, on va quand même aller un peu plus loin dans nos échanges. Déjà, j'aimerais savoir, vous produisez en moyenne combien d'éléments pour cette chaîne panafricaine par mois? Alors, on a la chance que, en fait, je représente la chaîne en Côte d'Ivoire.
Et ici, les événements se déroulent tous les jours au quotidien. En plus de ce que nous appelons des informels, il y a des factuels. Donc, on peut produire autant d'éléments. L'actualité est riche quand même. D'actualité riche en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai cette possibilité-là de produire au moins 30 éléments par mois. Et c'est dans ce cadre-là que vous vous êtes retrouvé le 17 février dernier à Bleu-le-Quin. Justement. En vue de préparer la Journée internationale de la femme. Justement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, le 17 février, j'étais dans cette ville-là. Bleu-le-Quin est situé à 400 km à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 400 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. J'ai séjourné dans cette ville du 16 au 18 février. Du 16 au 19 février 2018, à l'occasion d'un reportage que je préparais justement pour la Journée internationale de la femme, c'est-à-dire le 8 mars. C'était un reportage sur l'autonomisation de la jeune fille à l'ouest. Et nous étions dans cette ville-là, le 17 février, lorsqu'un malheureux événement a survenu. Je pense que l'actualité, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils le savent que dans cette ville-là, il y a eu un affrontement entre un gendarme et un motocycliste. Malheureusement, les deux sont décédés au cours de cet événement malheureux. Et comme on dit chez nous, j'étais là au bon moment, au bon endroit pour relayer l'information. Mais compte tenu de ce qui a survenu... Bien que n'ayant pas forcément assisté aux faits. Je n'ai pas assisté au lynchage du gendarme, mais j'ai eu la chance de voir ce qui s'est passé après. Et j'ai eu la chance aussi d'interroger ceux qui ont assisté à cette scène-là. Voilà. Et à ce niveau-là, la justice suit son cours. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, vous, ce qui vous est arrivé, et puis quel était donc le lien avec cet incident-là? Alors, j'étais là, j'étais le seul journaliste reporter d'images dans cette ville. Lorsque les événements ont survécu, j'avais été conseillé par certaines personnes parce que je voulais aller sur le terrain, essayer de constater ce qui est arrivé et faire écho, puisque j'étais le seul journaliste là-bas. J'avais été déconseillé par certaines personnes, en l'occurrence de Mme Clarisse Ouadi, qui est cadre de Bleu-le-Quin, et puis aussi M. Léon Agueyi, qui est député sous-préfecture de Guiglo, qui était là sur le lieu, qui m'ont dit donc que le milieu, la région est très dangereuse. Il ne faudrait pas risquer votre vie parce que si vous allez, c'est sûr que quelque chose peut se dérouler. Je lui ai dit, mais écoute, c'est mon métier. Je suis dans la ville, je ne peux pas voir ces genres de choses se produire et puis rester là. Même si ce n'est pas la mission pour laquelle vous êtes là, il faut quand même, par curiosité. Voilà, justement. En fait, je veux dire que nous, on a été un peu formatés dans l'esprit des scoops et de l'exclusivité. C'est un peu comme ça. Donc, vous voyez un événement, on n'a pas besoin tout de suite de vous dire d'aller, non. Quand vous sentez le coup, vous partez. C'est comme ça que nous sommes allés sur le terrain. Et dans notre enquête, on a voulu en savoir davantage. Et un motocycliste qui était mort dans cet affrontement était guéri. Il habitait un quartier qui était en face de la gendarmerie de Bleu-le-Quin. Et je voulais aller dans ce quartier-là, rencontrer la famille de ce jeune homme qui a été tué. C'est comme ça que je suis tombé sur un groupe de jeunes, foule, au moins une centaine de jeunes surexcités. Quand ils ont vu la caméra que je tenais là, tout de suite, ils ont dit non, que c'est vous les journalistes qui tronquez les faits, mais on va te faire ta peau ici. Oh là là. On va te faire ta peau. Au moment où je commençais à m'expliquer, j'étais déjà entouré. Au moins d'une foule de personnes, ils étaient déjà 100. Il y avait des jeunes filles parmi eux. Il y avait aussi des jeunes hommes. Et j'essayais de leur expliquer que non, je n'ai rien à voir avec votre incident, ce qui s'est produit. Moi, je suis journaliste, je suis sur le fait. Je veux juste relayer. Et c'est cela que je suis venu pour essayer de rencontrer la famille du jeune homme qui a été tué, juste pour avoir un peu l'impression. Ils disent non. Au moment où c'est-à-dire, les échanges étaient difficiles parce que parmi eux, il y a beaucoup d'analphabètes. Quand ils voient une caméra, automatiquement, c'est difficile. Ma caméra était estampillée du nom de ma chaîne, mais ne voulait rien savoir. Mais je veux dire, je suis quand même curieuse, je le souhaite à personne, mais quand on vit ce genre d'événement, c'est-à-dire que vous venez d'avoir l'information selon laquelle un
un villageois a été tué et un gendarme a été lynché. Et vous vous retrouvez entouré de ces personnes qui ne vous comprennent apparemment pas. Vous savez qu'il va se passer quelque chose. Vous savez ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Vous êtes sûr. Vous voyez très souvent, quand on attrape souvent les voleurs à Diamé, les voleurs du portable à Diamé dans la foule, vous lisez un peu sur le visage de celui qui a volé. Vous sentez que soit il regrette ou bien il sait que quelque chose de pire va se produire. Très souvent, certaines personnes par émotion, c'est-à-dire que dans la foule, ils peuvent l'épargner. Ou bien d'autres aussi peuvent dire tuez-le. Tuez-le. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais c'est un voleur, il faut le tuer. Et vous savez, à cet instant-là, c'est ce que je ressentais. Je n'avais pas volé, je n'avais rien fait, mais j'avais peur. Je me disais qu'on pouvait me lyncher, on pouvait me tuer à tout moment. Et c'est ce sentiment-là qui anime très souvent les voleurs quand on les attrape. Souvent à Gamé, quelque part, où il y a une foule autour d'eux, les cailloux qui pleuvent. C'est ce que j'ai vécu. J'ai subi le traitement de quelqu'un qui a volé, qui avait fait du mal. Est-ce qu'en même temps, vous avez le regret de votre choix professionnel? Je n'ai jamais regretté cela. Quelles que soient les circonstances. Je n'ai... Quelles qu'en soient les circonstances. Vous ne vous dites pas, j'étais là pour un reportage sur les femmes, sur la Journée internationale de la femme, mais qu'est-ce qui m'a amené à me mêler de ce qui ne me regarde pas? Non, il n'y a pas ces idées-là quand même. Quelques secondes. Nous sommes des humains, Caroline. Je suis le seul fils de ma mère. En plus? Oui. J'ai 35 ans, je n'ai pas encore de gosses, je ne suis pas mariée. Vous voyez, je me disais que en espace de... Bon, il a 35 ans, il est journaliste, voilà, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Je me disais que dans les 5 secondes qui suivaient, je pouvais mourir. Mais à cet instant précis, je pensais à ma mère. Je pensais à ma mère qui n'était même pas du tout au courant que j'étais à l'Ouest pour un reporter dans le cadre de mon boulot. Et qui peut-être allait apprendre que son fils a été tué froidement parce qu'on a vu les images du gendarme. Ces images ont circulé sur les réseaux sociaux, on a vu. Et j'étais proche. J'étais proche de cette scène-là. Mais justement, est-ce que vous avez pris des photos ou des vidéos? Est-ce que vous avez capturé ce moment-là? Vous l'avez fait? Les premières images, justement, les premières images sur cet événement, c'est moi qui ai posté les premières images. Les premières images, c'est-à-dire que de l'assassinat du gendarme. Comment, écoute, j'ai été agressé et que sur le champ, j'ai été conduit à l'hôpital. Les images avaient à côté de moi le correspondant de AIP de Blolequin, Aimé Sylvain Gaël Bossilly, qui était avec moi, c'est lui qui m'accompagnait. Il prenait les images et on a posté ces images. Et c'est comme ça que certains de nos collègues, de mes collègues, ont vu ces images. Ils ont commencé à alerter l'opinion nationale et internationale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les détails dans quelques instants. Est-ce que vous avez été frappé par les villageois? Vous êtes sorti indemne ou pas? On le saura dans quelques instants. Même si vous nous avez déjà donné quelques indices, ça sera juste après la pub. À tout de suite. Vous êtes passionné d'Internet et vous voulez faire du web votre métier? Du 18 avril au 16 mai 2018, la caravane du Cyberlab 2018 arrive à Soubré, San Pedro, Gagnoa, Divo et Avingourou pour des sessions de formation pratique. Marketing digital, blogging et rédaction web, montage vidéo, développement d'applications. Venez vous former gratuitement au métier du digital. Inscription sur le site www.move.com ou dans votre mairie. Avec Move Cyberlab 2018, faites du digital votre métier. Move, no limit. Et voilà, si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez sur RTI 1, vous suivez donc C'est Midi et nous échangions depuis le début avec Paterne, qui est un journaliste, reporter, qui est passé à côté de la mort. Et grâce à Dieu, il est là aujourd'hui avec nous, nous rendons bien sûr son témoignage. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse. Et le thème retenu pour cette édition, c'est médias, justice et état de droit, le contrepoids du pouvoir. Eh bien, avant la pub, nous échangions bien évidemment à ce qui a failli vous arriver. Voilà, donc vous aviez les villageois en furie autour de vous avec votre caméra. Finalement, votre caméra va se retrouver quelque part.
Alors, ça, c'était même pas le plus important. J'étais accompagné du correspondant local AIP, Aimé Sylvain Gaël Bossy, qui connaît très bien la région et qui connaissait très bien le quartier. Ce dernier m'avait fortement déconseillé. Il m'a dit, Chris, non, n'y allons pas. Je connais la ville, je connais le quartier, c'est dangereux, n'y allons pas. Je lui ai dit, non, Sylvain, je ne peux pas parce qu'il faut que je continue mon travail, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Et c'est comme ça que... C'est comme ça que nous sommes allés. Je dis, ça s'explique, hein, s'ils sont devenus aussi violents, ça dépend de tout ce qu'ils ont vécu aussi. Exactement. Justement. Et c'est comme ça que nous sommes allés. Et on s'est retrouvés, j'avais la caméra là, telle que je tiens là, dans la main. Et lorsqu'ils ont vu la caméra, on a été tout de suite encerclés et entourés. Et certains déjà scandaient dans la foule, écoute, on n'a rien à voir, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à faire ici. Voilà, tuez-le. Est-ce que parmi les badauds qui vous entouraient, il y a certaines personnes qui ont demandé à voir dans la caméra, à voir les images? Justement, certains ont cherché à voir. Certains ont cherché à voir. Tout de suite, j'ai essayé, je me suis exécuté. Mais bon, faut dire vous avez fait semblant d'essayer parce qu'ils ne savent pas manipuler la caméra. Je leur ai montré, justement, ils ne savent pas manipuler la caméra. Mais je leur ai montré. Mais j'avais pris des images et j'avais peur. Je me disais, si parmi eux, par mes gardes, d'autres s'y connaissaient par rapport à la caméra et qu'elles revoyaient les images dans la caméra, j'étais cuit. C'était cuit, c'était pas bon. Mais je leur ai donné la caméra et certains ont vu. Et après cela, on était dans la foule. Mais ça ne les a pas calmés. Ça ne les a pas du tout calmés. D'autres voulaient en découdre. Certaines personnes me tapaient dans le dos. Vous voyez un peu, je ne veux pas peut-être que me comparer à cela, mais pour ceux qui sont un peu chrétiens, vous voyez un peu le chemin de croix, c'est-à-dire que le vendredi saint, ce chemin-là que le Christ mène jusqu'à Golgotha, vous voyez la foule, les personnes, les femmes qui pleurent, des gens dans la foule en fait qui crachent, d'autres lancent les cailloux. C'est un peu semblable à ce que j'ai vécu. Mais la caméra... C'est-à-dire que je vous regarde et puis je me dis, avec tout ce qu'on a vu, les informations qu'on a reçues ces derniers temps sur les réseaux sociaux, je me dis, quel vénard. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir alors? Justement parce qu'au moment où j'avais été encadré, j'étais là, on me lançait les cailloux, les bâtons pleuvaient, tout et tout. Et il y a un jeune homme qui est venu dans la foule, il a dit, donne-moi ta caméra. Je me suis dit que c'était fini, il a arraché ma caméra. De force. De force, il est parti avec. Au moment où j'étais allé là, j'essayais d'expliquer aux gens parce que je leur ai montré mes cartes de presse, les différentes cartes de presse pour dire, ah voilà, je leur ai expliqué la mission pour laquelle j'étais là, tout et tout. Mais ils ne voulaient rien savoir, ils ne voulaient rien comprendre. Et je prenais le coup. À un moment, il y a un qui a dit, si tu ne cours pas dans les 5 secondes, tu vas mourir. J'étais là, je me dis, attends, je suis entouré de moins d'une centaine de personnes, je suis dans le quartier, je suis étranger. Et si je cours, je vais légitimer leurs mauvaises intentions parce que je vais leur donner ça. Si je me reproche quelque chose, je vais courir. Et si je cours, forcément, je vais légitimer leurs mauvaises intentions. Donc je ne cours pas. Mais à un moment, je me suis dit, écoute, si j'ai encore 1 minute pour me battre, pour essayer de m'accrocher à la vie, j'ai encore des jambes. L'instinct de survie. Je ne suis pas handicapé. Si je peux courir, je cours. Le jeune qui a arraché la caméra, en fait, il a dit en français, il a bien prononcé la phrase, donne-moi ta caméra. Et j'ai même pas eu le temps de discuter. Il est venu. Il dit, donne-moi ta caméra. On peut discuter avec lui. Il a dit que c'était des analphabètes, donc là, c'était en guéré. Peut-être, moi, Dieu, ma caméra, non, il y a beaucoup de jeunes quand même. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont là à l'école, puis aujourd'hui sont désœuvrés. Et c'est un qui est venu arracher la caméra de force et puis bon, il est parti avec. Donc finalement, j'ai décidé de courir. Mais je vais courir pour rentrer où? Un quartier que je ne connais pas, je ne connais personne, je ne parle pas guéri. Je vais rentrer dans une maison, peut-être que c'est là-bas même qu'on m'attend pour me faire la sauce. Donc finalement, je ne savais pas quoi faire. Mais je courus au moins sur une distance de 100 mètres. Et au moment où je courais, c'est les cailloux que je prenais dans le dos. C'est les bois qui pleuvaient. À un moment, je courus pendant une distance de 100 mètres. J'ai pris un caillou dans la cuisse et je suis tombé. Avant ma chute, il y a une machette qui est venue et qui m'a sectionné le bras là, à l'épaule là. Et j'étais là, l'os du poignet était sorti. Et j'étais là, je ne pouvais plus rien faire parce que mes pieds, je ne pouvais plus bouger mes pieds. Et mon bras aussi, franchement, me faisait terriblement mal. Je ne pouvais absolument rien faire. Et à un moment, le réflexe que j'ai eu, parce que
je sentais en quelque sorte la mort venir, excusez-moi, mais je suis chrétien, je me suis mis en genoux. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai dit, écoute Seigneur, si je dois mourir, épargne-moi cette mort atroce. Parce que je n'ai rien fait pour mériter cela. Et au moment où je priais, merci. Merci pour le soutien. Au moment où je priais, le jeune homme qui était revenu avant, qui avait pris ma caméra, il est revenu. Il est revenu, c'est lui qui avait arraché ma caméra, c'est lui qui est apparu et qui s'est jeté sur moi. J'avais déjà le bras qui s'enflait. Il s'est jeté sur moi et au moment où il se jetait, il a pris dans la nuque une machette. Voilà, il était en sang. Et il a pris quand même, il a eu le temps de me soulever parce que je ne pouvais pas marcher. Et il m'a soulevé, il m'a jeté dans la première maison qui était juste à côté. Il se trouvait que c'était une maison, je crois, qui appartenait, je crois, à sa famille. Et nous sommes rentrés là-bas, on s'est enfermés. Et pendant que ses soeurs lui administraient les soins, parce que là, derrière la nuque, ça coulait, moi, j'avais la main qui Je ne sais pas s'il nous regarde en ce moment, je ne sais pas si le village est électrifié, s'il a une télévision, mais on voudrait le saluer ici, à ce midi. Merci beaucoup de lui avoir sauvé la vie. Moi, j'ai une question. Votre ami de l'AIP dans tout ça, où est-ce qu'il se retrouve? Où est-ce qu'il est? Alors, il a dû se chercher. Il était avec moi et au moment où on a dit de courir, il a aussi couru. Ok, d'accord. Il a aussi couru et voilà, il s'est réfugié quelque part. D'accord. Voilà. Il s'est réfugié quelque part et on l'a retrouvé dans la maison où finalement les jeunes hommes avaient secouru. Voilà. Alors, au niveau du droit de la communication, vraiment, je ne sais pas s'il faut dire Yako ou merci Seigneur de l'avoir gardé, franchement, je ne sais plus. Mais au niveau du droit de la communication, je veux dire, pour ce genre d'incident, qu'est-ce qui est prévu pour l'après? Je veux dire, quand vous passez à côté de la mort de la sorte, qu'est-ce que la maison pour laquelle vous travaillez prévoit? Alors, si tu permets, je voulais saluer la promptitude des journalistes ivoiriens, parce que nous avons été reçus par l'UNJCI, qui est l'organisation mère. On a aussi été reçus par l'OLPED, on a aussi été reçus par l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Toutes ces organisations nous ont soutenus, ils ont même pondu une communication. Mais pour ce qui est des droits, c'est une lutte perpétuelle et quotidienne. Vous voyez, aujourd'hui, cette journée, elle est dédiée à la liberté de la presse. Et rien n'est acquis, les journalistes se battent. Je ne voulais pas... Mais il y a eu quand même une prise en charge pour vos soins. Vous savez, ça dépend souvent des contrats qu'on signe avec les maisons d'entreprise. Ça dépend, tu négocies ton contrat. Comme l'employeur, tu négocies ton contrat. Si tu peux, si tu l'obtiens dans ton contrat, c'est tant mieux. Si tu ne l'obtiens pas, tant pis pour toi. Quand ces gens d'événements surviennent, écoute, tu prends les... Voilà, tu assumes. Voilà, tu assumes. Donc, je vais dire qu'il n'y a pas d'assistante particulière. Ça dépend du contrat que vous avez négocié avec la maison. Voilà. Et après ce genre d'événement, est-ce qu'on réchigne à aller dans des zones à risque ou bien on se dit, c'est mon métier, de toutes les façons, à la vie ou à la mort, voilà. Qu'est-ce que vous dites? On ne réchigne pas. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple d'une sage-femme, quelqu'un qui aide une mère à coucher, qui voit chaque jour des naissances, qui assiste. Vous voyez, quand vous assistez à une mère qui paie son bébé pendant que vous êtes là sur le terrain, vous êtes démoralisé. Mais cela n'empêche pas, cela ne vous empêche pas de continuer votre travail au quotidien. C'est un peu ça notre métier. C'est un peu ça. Le danger, il est permanent. Les risques sont présents. Mais c'est la passion, elle est plus forte que tout. La passion est plus forte que tout. Si on vous demande de repartir à Bleu-le-Quin, là tout de suite, vous repartez ou pas? Qu'est-ce que vous en savez, Philo? Pour être sincère avec toi, je suis un homme. Il faut dire que j'ai été traumatisé pendant un mois. C'était difficile, mais aujourd'hui, je pense que si mon métier me l'exige, je partirai. Alors, Paterne, prochaine mission, Bleu-le-Quin. Après, vous allez en Syrie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. On est vraiment contents, très contents. On est contents d'avoir échangé
avec vous. Et pour une petite information, le Mexique serait le pays en paix le plus dangereux au monde pour les reporters. Alors, Paterne, avec votre permission, nous allons à présent retrouver le sage Cassie. Merci Caro. Oui, l'informatique et l'Internet ont considérablement révolutionné le monde de la communication, réduisant notre planète à une maison, à une grande famille. Du coup, le journaliste devient le géant de la planète. Comme le soleil, il éclaire toute la Terre. Voilà de quoi rendre téméraire et passionné. Vous avez nos félicitations, nos encouragements. Et toute notre reconnaissance, mais vous avez aussi droit à nos conseils. Pour dire, un proverbe pour dire, il ne faut pas confondre prudence et peur. Il faut toujours prudence. En plus, au besoin d'un gilet pare-balles, il faut pas négliger le clin d'œil que l'Afrique nous fait dans ce sens. Vous me comprenez? Merci. On vous comprend. Paterne. On vous comprend. Vous avez compris? D'accord. Vous avez compris? Vous avez compris. Il a bien compris. Savoir lire entre les lignes. Je sais qu'il a compris. C'est l'essentiel. Si vous avez compris, c'est le plus important. Nous, on n'a pas compris, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, le sage Cassie. Tout de suite, après, que dit le sage, que dit Jessica Bamba dans le club C'est Midi? On la retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui dans le club C'est Midi, le résultat du jeu de la bio décalée façon Jean-Michel Henin, qui a été remporté justement par une jeune demoiselle, elle s'appelle Nadola Yeo, qui a fait une bio décalée de Caroline Da Silva que j'ai particulièrement appréciée. Je vais vous la lire assez rapidement. Alors Caroline Da Silva, elle a trouvé les mots lover, qui signifie en anglais amoureuse. Wow. Caroline est non seulement amoureuse de son travail, mais aussi de son public et de ses chroniqueurs. Elle ne manque pas de le dire. Il ne faut surtout pas oublier la surprise de son époux sur le plateau. Il nous a marqué d'ailleurs. C'était ouf, c'était love quoi. Et ensuite, elle a trouvé Nay, N-A-Y, qui est en arabe, qui désigne une flûte oblique originaire d'Asie centrale. Donc il s'agit d'une flûte. Oui, Caro est une flûte. Cette flûte enchanteuse qui envoûte nos midis avec sa belle voix, sa maîtrise du micro et sa célèbre phrase « Parce que c'est midi, c'est maintenant !» Ou encore à 12e GMT, partout dans le monde, on est tous c'est midi. On a tous à un moment été accro à cette émission, je crois que ça continue. Et ensuite, elle a trouvé Las. Las qui veut dire en ouchi meilleur. Meilleure, tout simplement pour dire qu'elle fait partie de l'une des meilleures animatrices de la Côte d'Ivoire. Elle a toujours été... Quand même, ça c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Voilà. Donc elle nous dit par la suite, elle a toujours été travailleuse, motivée et l'élégance avec laquelle elle gère cette émission, waouh, c'est pas donné à tous. Ensuite, elle a trouvé Kadi. Alors c'est en malinqué. Kadi, c'est ça? Oui, Kadi. Alors, en malinqué, qui signifie donner, je pense, dans un autre sens. Ouais. Elle nous donne tellement son temps, son amour, son savoir, et nous partage sa passion afin d'apporter l'élément épicé de la journée. Il y a aussi ses actions caritatives avec ses différentes ONG, toujours motivées à célébrer la vie. Voilà. J'ai trouvé que c'était beau. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment beau. Donc, bravo encore à Nadola Yeo. Tu nous contactes. Son nom, c'est Nadola Yeo. On la reçoit la semaine prochaine. Voilà. Qu'elle laisse son contact. On va la recevoir la semaine prochaine. Et on termine justement avec l'événement de ce week-end. Le vendredi 27 avril 2018 sont tenus les Ivoire Humour Awards, une cérémonie de distinction d'humoristes ivoiriens. La RTI était à l'honneur car le prix du meilleur chroniqueur d'humour radio et télé a été décerné à Dr Philo. Et également le prix de la meilleure parodie par Willy Dombo, un humoriste qui n'est plus à présenter, pardon, qui est animateur sur l'émission Madame, Monsieur, Bonsoir, qui passe sur RTI2. Ça passe sur RTI2. La meilleure émission radio d'humour a été raflée par Place Publique de Fréquence 2. Ok. Et enfin,
le spectacle Bonjour a été sacré meilleur événement d'humour. Alors franchement, la RTI était on fire, comme on dit. Et pour terminer, je voudrais dire un grand bravo à Joël qui a remporté le prix de l'humoriste, c'est ça? L'humoriste de l'année 2018. Donc c'est le meilleur. Il a... Ah là là. Bravo. Bravo, j'ai envie de dire que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, encore une fois. Bravo à tout ce que vous faites et merci pour Et de la manière où vous avez positionné les images là, si Joël est Miss là. Tu es première dauphine, deuxième dauphine, Miss Humour. Merci beaucoup. Sur ce, nous allons recevoir, merci Jessica, nous allons donc recevoir une dame, c'est une sage-femme, c'est un métier aussi à risque, voilà. D'ailleurs, on en parle. Madame So Kadidia. Madame So Kadidia, installez-vous, d'accord, venez si vous le voulez. Sage-femme, enseignante à la retraite et présidente de l'ONG Sauvons deux vies depuis 2011. Alors, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Votre micro, s'il vous plaît. Alors, tout va bien, j'espère. Madame So, vous avez une quarantaine d'années de carrière. Hein? Wow. Et toujours aussi fraîche. Alors, avec vous, on va parler de la journée mondiale de la sage-femme. Qu'est-ce qui sera prévu pour cette journée? Chaque année, le 5 mai, la journée internationale de la sage-femme est célébrée. Et à notre niveau, l'ONG Sauvons deux vies, nous comptons faire une table ronde à l'INFAS, c'est-à-dire à l'Institut national de formation des agents de santé, sur la planification familiale. Et vous attendez qui exactement? Les maïeuticiens, les sages-femmes et puis, oui, et puis le grand public? Notre cible, c'est les sages-femmes, les élèves sages-femmes, puis la population. La population. Oui. Alors moi, je suis très curieuse. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça, juste parler de la journée et puis ne pas entrer un peu dans votre métier. C'est vrai que chaque fois que vous accouchez une femme, c'est une victoire. Mais quel a été le pire des moments de votre carrière? Le pire, je voulais dire, qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans ma carrière? Parce que le pire, c'est difficile de le dire, parce que quand vous voyez une dame en travail rentrer, souvent se torturer de douleur, mais avec une lueur d'espoir de sortir avec son bébé, et que la femme, en une minute, ça tourne au drame et qu'elle meurt. Parce qu'une femme qui va accoucher, elle est toujours entre la vie et la mort. Elle est toujours entre la vie et la mort. Et on a assisté à tellement de cas de ce genre que je n'ai pas envie de dire tout ce drame. J'ai envie de dire plutôt quelque chose qui m'a marqué dans ma carrière. J'étais à la maternité d'Abobo en 1978. D'accord. J'adore la réaction du public. Une de mes gardes, une dame arrive en travail et l'infirmière l'a installée. Et le temps d'enfiler mes gants, j'arrive, elle a installé les fesses sur le bassin et je ne vois rien. Je vois du sang qui sangle, pas de ventre, rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle n'est pas en travail. Elle dit, si, elle est en travail. Je l'ai examiné, le ventre était là et tout. Il dit, mais moi, je ne vois rien. Tout le monde était... Et puis, du coup, je vois quelque chose qui bouge à côté. Et dans son pain, l'enfant et le placenta, l'expulsion complète, ils étaient à côté. Et la poche des os n'était pas rompue. L'enfant baignait dans le liquide amniotique. Ça m'a marqué. On était obligé de prendre tout, aller ouvrir pour faire sortir le bébé. Ils sont sortis vivants, les deux, la dame. Oh là là. C'était la première fois. C'était la première fois que je vois l'enfant dans ce globe, dans le placenta, en train de nager dans cette eau. Voilà. Vraiment. Non. Merci beaucoup, Madame So Kadidia, et c'est un noble métier, il faut le dire. Nous parlions avec vous donc de la journée mondiale de la sage-femme, et cette journée sera marquée le 5. Voilà, c'est bien cela. Hein, oui, pas une table ronde. Pas une table ronde. Oui. Où exactement? À Abidjan, à l'INFAS. À l'INFAS. À l'intérieur du CHU de Trécheville. Merci infiniment, Madame So Kadidia, d'être passée sur notre plateau. Merci.
On vous souhaite une belle journée. Voilà, merci d'être venu. Et voilà, l'émission se poursuit, elle n'est pas encore terminée. Nous sommes en compagnie de l'association des jeunes ressortissants de Boundiali, dont le président est Goli Thierry Hervé Koulibaly. Et voilà, nous avons aussi également dans ce studio l'Université internationale de Cocody. La Fondation Cœur d'Amour en partenariat avec la RTI qui présente Merci Jésus 2018 ce dimanche 6 mai au Palais de la Culture. Merci de votre présence. J'ai cité tout le monde. Tout le monde a été cité. Bah sur ce... Non. Ah, le fan club, c'est midi. Merci de votre présence. Sur ce, nous retrouvons donc Aloussène Sidibé. C'est la dernière chronique de cette émission. Waouh. Merci. Je vous adore, vraiment, je vous adore. Alors, Féerie d'invention... Aloussène va juste lancer le sujet. On le retrouvera mercredi et puis on va recevoir un artiste pour un programme. Jeudi prochain. Le jeudi prochain, c'est bien cela. Allez-y, donc faites juste l'introduction. Ok, introduction. Là, c'est une brique bio, une brique écologique, brique conçue avec des déchets de produits agricoles comme le maïs, le mil, le riz. Brique qui a été conçue par un Ivoirien et on en parlera jeudi prochain. Merci beaucoup. Aloussène Sidibé. Sur ce, nous allons recevoir Siro. Merci de l'applaudir très très fort. Artiste, chanteur, zouglouman. Eh bien, nous avons été frappés par un grand malheur. Cela est un secret de Polichinelle. Il est là pour nous parler, pour nous donner le programme des obsèques de Daisy Champion. Bonjour, Siran. Merci, bonjour. Je voulais dire d'abord merci à la RTI pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté durant ces moments tristes. Merci au ministre de la Culture et merci au Burida. Et j'invite tout le monde, tous les artistes, tous les fans, ce vendredi 4 à la veillée de Daisy, c'est à Yopougon-Figayo. Et la levée des corps aura lieu à Ivosep le samedi 5 à 9h. Je demande à tout le monde de venir soutenir Daisy. C'est son dernier voyage. Je demande à tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont connu, de venir montrer à la population que Daisy était notre champion. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, la dernière veillée d'hommage à Daisy est prévue pour le vendredi 4 mai, je le rappelle, à Yopougon-Figayo. Tout le monde est invité pour dire au revoir à notre champion du Zouglou. Sur ce, voici la question qui va vous permettre de gagner 100 000 francs. Quel est le métier exercé par l'invité témoin d'hier? Réponse A, elle est pâtissière. Réponse B, enseignante. Alors, envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. L'émission de ce jour est terminée. Nous avons été très heureux de vous la présenter. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour la finale. Ça sera tout simplement époustouflant. Sur ce, très bon appétit et restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. Au revoir.